Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Assurer la sécurité du président, c'est une tâche qui est très importante. Et le plus important toujours, l'on parle d'un pays comme la Russie ou bien les États-Unis. Et bien c'est là nous prenons. Assurer la sécurité, président russe Vladimir Poutine, avec le même gouvernement là, coûte environ avec la Russie 3 à 5 milliards de dollars par année. Et pour qu'on comprenne plus rien, pour assurer la sécurité, moun sa yo, il y a presque 3 ou bien 4 corps qui a pour bailler sécurité. Ça qui rend les difficile pour planifier et assassinat moun sa yo. Et bien, question que le monde toujours poser, c'est comment le président russe Vladimir Poutine, comment il vit, comment le système de sécurité là, il fonctionne. Dans la vidéo ça, nous allons faire vivre un ancien membre sécurité président la Russie Vladimir Poutine qui déserté qu'à joindre pays occidentaux. Il va raconter comment le système de sécurité la Russie a fonctionné et comment le président russe Vladimir Poutine lui a empile l'importance avec sécurité parce qu'il connaît. Si les pays occidentaux jouent une façon pour voyer l'aller, eh bien, ils ne pas négliger faire ça. On regarde la vidéo ensemble et puis ou même, ou dire qui sont pensés dans l'espace commentaire. Et pas oublier, mettez un like, partagez la vidéo pour plus de kawel, quittez un commentaire pour moi et faites-moi connaître. Non qui paye, non qui ville, ou assister à la vidéo ça. En suivant ce matin. Poutine qui atteint, alors on le savait, c'est une confirmation et elle est intéressante parce que si vous me permettez l'expression, elle ne sort pas de la bouche du cheval, mais elle sort quand même d'un officier qui a travaillé avec Poutine pendant des années. C'est très rare ce type de défection, me semble-t-il. C'est très rare que un officier de cette nature, il est très jeune, mais il a travaillé plusieurs années. Cet homme, en fait, nous donne la mesure de la parano extravagante du président russe. Il fait un récit de la façon dont le président se comporte au quotidien, quelles précautions il prend. Il décrit un Poutine obsédé par sa sécurité, avec un lien avec le monde qui est quand même très ténu. Nargis, merci de nous avoir rejoints. Nargis Hadji. D'abord, dites-nous, quel est le média qui a recueilli ce témoignage? Eh bien, c'est Dossier Center. C'est un groupe d'enquêteurs basé à Londres et financé par la figure de l'opposition russe, Mikhail Khodorkovsky. Ils ont hacké et récupéré notamment les données du groupe Wagner il y a encore quelques semaines et sont notamment connus pour avoir révélé les dessous de l'affaire du yacht Scheherazade de Vladimir Poutine. Alors, l'interview a été enregistrée en décembre 2022 depuis la Turquie. Une vidéo de plus d'1 heure publiée bien seulement hier soir, 4 mois après avoir été enregistrée directement sur la page YouTube de Khodorkovsky. Si elle a été publiée que 4 mois après avoir été enregistrée, bien c'est pour s'assurer qu'entre-temps, Karakulov et sa famille soient mis à l'abri. Les enquêteurs racontent avoir eu une conversation de 10 heures avec l'homme. Dossier Center assure avoir vérifié et confirmé ses déclarations pour preuve de sa fonction, sa carte professionnelle. Alors maintenant, qui est cet homme, ce jeune homme presque? Galeb Karakulov, ancien officier du service secret d'élite de la sécurité personnel du président Poutine. Il était responsable de la mise en place de la communication sécurisée pour le président et le Premier ministre. Depuis 2009, il a été de tous les voyages officiels du chef du Kremlin, plus de 180 au total. Dans cette enquête, il est même présenté comme l'officier du renseignement le plus haut gradé de l'histoire récente de la Russie à avoir fait défection vers l'Occident. Alors comment un homme dans ce cercle très restreint de Vladimir Poutine a pu s'échapper? Eh bien, nous sommes en octobre dernier. Karakulov est au Kazakhstan avec le chef donc de l'État russe et il réussit à distraire ses collègues du service de la protection du président Poutine. Et il décide eh bien, de s'envoler direction Istanbul dans un avion et il éteint son téléphone et entame sa nouvelle vue. Alors Karakulov est aujourd'hui recherché, il est considéré comme suspect criminel en Russie. Une enquête a même été ouverte contre lui en octobre pour désertion pendant une période de mobilisation militaire. Qu'est-ce qu'on retient maintenant de ce long entretien, Nargis? Eh bien, Karakulov décrit un homme, Vladimir Poutine, qui aurait beaucoup changé en 13 ans. Voici ce qu'il déclare. Maintenant, il est très renfermé. Il s'est protégé du monde entier avec toutes sortes de barrières.
le même entourage, le manque d'informations. Sa perception de la réalité était déformée. Avec l'invasion en Ukraine, le chef de guerre a, comme Staline, développé une grande paranoïa. Toujours selon ce témoignage, il se méfie des nouvelles technologies. Écoutez. Durant toutes mes années de service, je ne l'ai pas vu une seule fois avec un téléphone portable. Lors de voyages d'affaires, si nous accompagnons le Premier ministre, il y a généralement une autre personne qui voyage avec nous et qui s'occupe d'Internet, un bureau numérique, un ordinateur portable et l'accès au réseau. Avec Poutine, pas besoin d'Internet. Quel est l'intérêt? Je vais vous imprimer Internet. Je rigole. Mais non, il n'utilise ni Internet ni de portable. Il ne reçoit les informations que de son entourage le plus proche. Et le dirigeant russe va même plus loin. Pour passer ses coups de téléphone, eh bien, il les fait directement via une cabine téléphonique portable. Alors, on ne sait pas exactement à quoi elle ressemble, mais nous nous sommes appuyés sur les déclarations de Karakulov pour tenter de la reproduire. C'est un cube d'environ 2,5 mètres de haut. À l'intérieur, il y a un poste de travail et un téléphone. Elle voyage avec lui à chaque fois qu'il se rend à l'étranger. Une cabine téléphonique privée pour évidemment ne pas être écoutée par des services de renseignement étrangers. Par exemple, alors si Vladimir Poutine n'utilise ni téléphone ni Internet, alors où Vladimir Poutine va donc chercher l'information? Eh bien, le chef du Kremlin vivrait dans un vide informationnel et partout où il va, il a ses petites habitudes. Il insiste pour avoir accès à la télévision d'État russe uniquement. Autre preuve de sa paranoïa, vous voyez par exemple cette photo, difficile de savoir où il se trouve. Eh bien, toutes ces résidences sont exactement les mêmes bureaux afin de ne pas savoir donc où se trouve précisément le président russe. Il aurait même commandé un bunker. Enfin, Karakulov confirme l'existence de ce fameux train blindé donc dans lequel voyagerait Vladimir Poutine de plus en plus depuis 2021. Donc tout ça confirme qu'il évidemment apporte un soin très très particulier à sa sécurité. C'est un homme isolé et hypocondriaque aussi. Oui, exactement. C'est l'autre enseignement de l'enquête qui a retenu notre attention. Vladimir Poutine est isolé et hypocondriaque à tel point qu'il serait enfermé la majeure partie du temps. Nous devons observer une quarantaine stricte pendant 2 semaines avant tout événement, même ceux qui durent seulement de 15 à 20 minutes. Il y a un groupe d'employés qui ont été autorisés. Ils ont subi cette quarantaine de 2 semaines. Ils sont alors considérés propres et peuvent travailler dans la même pièce que Poutine. Enfin, on en apprend davantage sur l'état de santé du chef du Kremlin. Il a souvent été dit qu'il était malade, voire mourant. Karakulov est beaucoup moins alarmiste. Écoutez. Ce n'est pas quelque chose qui nous alertait avec les collègues. S'il a des problèmes de santé, ils sont probablement liés à son âge. Il en a sûrement, mais pas aussi sérieux qu'on le dit, selon moi. Il est en meilleure santé que bien des personnes de son âge. Voilà donc pour quelques extraits de cet entretien d'1 heure. Merci beaucoup Nargis. C'était important de dire à quel point ceux qui ont diffusé cet entretien ont pris le soin de tout vérifier. Et effectivement, cet homme est recherché. Il a fait défection. C'est très rare, général, des défections à ce niveau-là de l'entourage de Poutine. On n'en a pas eu beaucoup jusque-là. Non, c'est rare. D'abord, ils sont un féodé de nature et ensuite, c'est compliqué de s'exfiltrer, surtout avec sa femme et sa fille. Alors on n'a pas les détails en fait. Oui, mais apparemment, il a réussi. Il s'est mis à l'abri en même temps que sa famille. C'est ça l'exploit, parce que pour tout le personnage proche de Poutine, la famille est en otage. Donc si lui va au Kazakhstan, la famille reste à Moscou, par exemple. Donc je ne sais pas comment il s'est organisé. Il y a réussi, c'est bien. Peut-être parce que il n'est pas très gradé, en fait. Capitaine dans l'armée russe, c'est quand même un grade très subalterne. Alors, officier c'est pas pour dire du service secret d'élite. Alors, oui, il y a plusieurs grades. Oui, c'est ça. Officier du service secret d'élite de la sécurité personnelle, ingénieur de formation. C'est ça, c'est un transmetteur. Il branche le téléphone, il vérifie que c'est prêt et il fait le numéro. Alors, il branche. Dites-moi, c'est quoi son rôle? On a dit qu'il était officier transmetteur. Voilà. Oui, les transmetteurs, ils sont là pour que les transmissions marchent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas là dans les réunions décisionnelles pour dire je pense qu'on pourrait peut-être regarder de plus près ce dossier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas leur job. Ils font des transmissions. Donc
ce sont des postes très importants, très utiles, etc., mais qui sont pas, ils sont pas dans la confidence. C'est ça qui crédibilise d'ailleurs, son témoignage. Il décrit, mais il ne dit pas qu'il a entendu des choses. Il est très crédible, il a vécu à l'intérieur. Voilà. Il a vécu à l'intérieur. Il dit lui-même qu'il n'a eu aucun contact avec Poutine. Moi, j'ai lu l'interview sur Medusa. Direct. Direct, oui. Il n'a aucun contact direct. En fait, comme le dit le général, c'est un ingénieur de communication qui montre qui a eu un poste d'observation qui nous intéresse parce que effectivement il va pas au-delà de, c'est ça qui est intéressant, que je trouve donne du poids. Il va pas au-delà de ce qu'il a vu. Il a été débriefé avant. Il y a deux parties. Manifestement, cet homme est intéressant pour le service secret du monde entier. Ça sort beaucoup plus tard, d'ailleurs, cette interview. L'interview, on est concentré sur des choses sans grand intérêt, à vrai dire. Il raconte comment ça marche. Alors voilà. Alors ça, c'est tout Jean de Guignasty qui nous explique que ça n'a aucun intérêt, alors que nous, ça nous passionne. Non, mais c'est amusant et c'est intéressant. Mais les vrais renseignements, il les a donnés avant. Il a été, de toute évidence, débriefé par les services secrets américains, anglais, tout le monde. Certainement, oui. Déjà, on sait que ce sont des informations vérifiées, parce que Dossier Center, c'est tout de même une organisation qui a misé qui a fait l'enquête sur Wagner et les leaks de Wagner, qui a aussi travaillé sur le yacht Shahrazad de Poutine. Donc, ils sortent des grosses enquêtes, mais également, ça montre à quel point il est important de miser sur la société civile russe dans ce conflit, et à quel point potentiellement des dissidents, des défections peuvent aider à avoir des petites informations qui sont essentielles. Et là, je suis pas d'accord, parce qu'elles sont essentielles, parce qu'elles parlent du personnage de Poutine et le fait qu'il soit reclus et le genre de décision qu'il peut prendre et pourquoi il les prend. Et au niveau de la diplomatie, c'est important de savoir à qui on a affaire quand on parle. Alors moi, beaucoup de dirigeants ne l'ont pas vu pendant le Covid, il faut le rappeler. Voilà. Ce qui m'a frappé, c'est quand même qu'il ne reçoit... Alors, il a une phobie de la technologie. Manifestement, il est tellement parano que téléphoner pour lui avec un portable, ça n'est pas possible. Alors que tous les présidents du monde ont un téléphone portable. Il ne va pas sur Internet, ça c'est peut-être un peu plus étonnant, c'est quand même pas un homme de son temps. Alors bon, il n'a pas que ça à faire, mais quand même, il pourrait l'utiliser de temps en temps. Et il ne reçoit d'informations que d'un tout petit groupe. Donc, en réalité, il est complètement déconnecté. Et la télévision les chefs d'État sont souvent un peu déconnectés. Mais là, c'est un degré quand même, non, maximum. Enfin, on le savait depuis très longtemps qu'il était déconnecté. Je veux dire, bien sûr. Rien de ce que nous a dit ce est totalement nouveau. N'est nouveau. Donc, il confirme des choses. Voilà. Enfin, on sait qu'il est dans une bulle informationnelle. D'ailleurs, on voit le résultat sur le terrain tous les jours. Pour tout ce qui est téléphonie, les détails et tout, ça, le fait qu'il soit hypochondriaque, la table de 22 mètres ou 17 mètres. Bien sûr. Ah oui, on savait. Messieurs, 2 semaines de quarantaine pour ses collaborateurs les plus proches, nous dit-il. 2 semaines de quarantaine. Mais on l'avait déjà dit il y a longtemps. Ah bon? Moi, j'avais un peu oublié. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs sur son état de santé, Elisabeth. Et là, on nous dit qu'il est en bonne santé. Qu'il est en bonne santé, c'est ce qu'avaient dit les Américains. Donc ça confirme la théorie des Américains et des services secrets américains. Ça, c'est vrai. Parce donc, que ça nous donne quand même nous ici, on s'est toujours gardé de trop gloser sur les rumeurs, mais effectivement, il y a eu beaucoup de rumeurs. Vous avez fait bien de le dire. Bertrand Badi. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que on a là le portrait robot propre à tous les dictateurs et les autocrates. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un dictateur et un autocrate? C'est quelqu'un, évidemment, surprotégé, c'est quelqu'un d'isolé, c'est quelqu'un de parano, qui craint jour et nuit pour sa sécurité jusqu'à l'excès, jusqu'à l'abus, et c'est aussi quelqu'un d'hypocondriaque. C'est tout à fait ce que vous retrouvez dans toutes les biographies de tous les autocrates du XXe siècle ou même de ce XXIe siècle. Ce qui est effectivement une indication. Vous disiez tout à l'heure, il fonctionne à l'ancienne. Le propre d'un autocrate, c'est que ça fonctionne souvent à l'ancienne. C'est-à-dire, fonctionne davantage en pérennisant les vieilles pratiques qui rassurent l'autocrate, plutôt qu'en devenant dépendant de technologies qui échappent à son contrôle. Le propre d'un dictateur, c'est qu'il ne supporte pas qu'il y ait quelque chose au-dessus de lui, et le propre de la technologie, c'est d'être au-dessus de l'acteur. Donc, on est là dans la logique même
de l'autocrate, ça nous apprend pas grand-chose, mais vous avez raison de le dire, d'un autocrate assez réactionnaire dans ses comportements, réactionnaire au sens étymologique, pas polémique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement ne connaît le monde qu'à travers les vieux schémas, et je crois que ça explique notamment cette paranoïa de la guerre de conquête. Tout ceci est lié. Je veux dire, un dirigeant moderne sait que ce qu'il a amorcé le 24 février 2022 ne pouvait pas aboutir raisonnablement. Dans les schémas rétro bande dessinée de l'autocrate style la bordurie de Hergé, eh bien effectivement, on retrouve tous les ingrédients, on est dans la norme. Il faut comprendre que lorsque l'on veut toucher Poutine, il faut toucher ses fibres anciennes et non, effectivement, ses calculs modernes. C'est sa cohérence. Il a une forme de cohérence. Tout à fait. Il est à l'ancienne, il a des schémas anciens et vous avez souvent eu l'occasion de le dire, les schémas stratégiques pour cette guerre étaient de tout obsolètes et ils ont été mis en échec très vite. Donc tout se tient d'une certaine façon. Jean de Glignasti. Moi j'y vois surtout l'homme du KGB, c'est-à-dire l'homme qui sait à quel point il peut être détecté. Il m'est arrivé, quand j'étais ambassadeur, dans mon propre bureau, de me communiquer sur des affaires très sensibles avec des collaborateurs, sur des bouts de papier, pour éviter de parler tout haut, de parler au téléphone et de parler sur un portable. Vous étiez sur une mauvaise pente, hein. Non, mais parce que c'était c'est un conseil qu'on nous donne. Ah bon ? Mais bien sûr. Dans le brief de l'ambassadeur de France à Moscou, il y a de temps en temps, vous mettez vos messages dans la main. Mais on essaye d'éviter tout instrument de communication par les ondes. Ce qui m'a frappé, alors, quand vous voyez les Américains débarquer en visite officielle dans n'importe quel pays du monde, c'est quand même incroyable. Ils viennent avec leur propre voiture, ils ont toutes leurs installations. Ça doit pas être fondamentalement différent en dehors de la question du portable, de ce qu'on voit là. Donc moi, je vois plutôt un homme des services de sécurité qui est extrêmement sensible à ces questions. Le fait de se promener avec sa propre cage de Faraday, vous savez, c'est la cabine téléphonique, c'est une cage qui permet d'éviter de toute communication, toute interception des communications à l'intérieur. Donc effectivement, c'est un point extrême de sécurité, mais c'est pas totalement extraordinaire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre cette formation du KGB, donc avec les mesures de sécurité maxi, et puis ce schéma à l'ancienne. Les deux. Il pourrait être du KGB et dans le fond avoir un peu reseté ou actualisé ces schémas de pensée. Il ne l'a pas fait. On n'est pas condamné au KGB, si. On est condamné au KGB à penser comme on pensait hier. Je reprends. J'ai des grands responsables de grandes entreprises françaises du secteur de la défense. Quand ils sont à l'étranger, ils s'achètent des portables, le portable de base, c'est-à-dire pas du tout l'iPhone, etc. La régression technologique est souvent un moyen de protection, il faut le dire. Hein. Oui, le président des États-Unis, quand il voyage, il y a une cage de Faraday avec. Hein. Oui. C'est le même système. Et quand les Américains avaient construit leur nouvelle ambassade à Moscou dans les années 70, ils ont été obligés de la déconstruire parce que les murs de béton étaient truffés de micros. Donc Poutine sait très bien comment lui capte l'information sur les autres, alors forcément il se met à l'abri. Mais maintenant, qu'est-ce que ça nous raconte, si je puis dire ? Qu'est-ce qu'on peut en déduire de la façon dont il va continuer cette guerre ? On a la confirmation qu'il y a un fonctionnement qui l'enferme vraiment, avec des informations seulement la télé russe. Il ne regarde que la télé russe, il ne risque pas d'avoir des nouvelles très précises sur ce qui se passe, sur le front. Il n'est toujours pas allé sur le front. Donc ça, on comprend aujourd'hui qu'effectivement, pour lui, ça doit être insupportable d'envisager ça. Il l'a pas fait. On est à un an et 2 mois après le début de la guerre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il va continuer à bombarder l'Ukraine de façon aveugle, sans avoir une armée à qui il peut donner des ordres d'agilité particulière. Enfin, j'essaye de
de comprendre un peu la morale de l'histoire. C'est un système de pensée unique, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a dans sa tête, et d'ailleurs il l'a dit au président biélorusse quand Loukachenko lui a proposé cette trêve avec des négociations, il lui a dit il n'y a que par la conquête armée qu'on arrivera à nos fins, donc je ne veux pas de négociations. Le but de Vladimir Poutine, c'est de s'adresser qu'à des interlocuteurs qui sont sur la même lignée que lui actuellement. Au départ, on parlait potentiellement de pourparler avec Emmanuel Macron. On a bien vu que dès qu'on allait dans le sens inverse, il rétorquait que ce n'était pas possible et qu'il n'y avait pas de possible conversation. Donc, Vladimir Poutine s'est enfermé de plus en plus, et il le dit depuis 2009, mais ça s'est empiré avec la guerre en Ukraine, dans une pensée unique. Mais ça, une pensée unique dont il n'arrive pas à sortir, et dont il ne sortira pas, Bertrand Badi. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, je suis d'accord avec ce que Jean a dit à propos du poids des services secrets, mais ce n'est quand même qu'une partie de la réalité. C'est-à-dire que des services secrets, il en existe dans tous les régimes politiques, dans tous les systèmes politiques. Là, dans le cas russe, il y a une combinaison entre les techniques effectivement propres aux services secrets et l'exercice autocratique du pouvoir. Et il faut quand même pas oublier une chose, c'est que les décisions sont souvent en fonction du régime dans lequel vous vous installez. C'est-à-dire que on a, avec le mode de décision russe, tout ce qui a été décrit, plus une chose extrêmement importante, c'est que le choix final ne vient que d'un individu, ne vient que d'un acteur. Et effectivement, le conflit russo-ukrainien, pour répondre à votre question, s'en trouve totalement transformé, parce que, en fin de course, ce qui est déterminant, c'est comment ce conflit russo-ukrainien peut servir ou ne pas servir la cause du bonhomme Poutine. Et un bonhomme. Du coup, toutes les données du conflit s'en trouvent recomposées. C'est-à-dire, l'important, et c'est peut-être pour ça qu'il sera important de parler de la Chine tout à l'heure, l'important pour Poutine, c'est de pouvoir sortir de cette affaire sans être ridiculisé.